Mon nom est Claire Moreau. J'ai 72 ans et je vis à Lyon depuis plus de 40 ans. Ma petite maison de la rue de la République a toujours été mon refuge, surtout après avoir perdu mon cher Henri il y a 3 ans. Les matins étaient autrefois paisibles. Café fort, croissant de la boulangerie de Monsieur Bernard et les nouvelles locales à la radio. Mais tout a changé quand Antoine, mon fils de 38 ans, a sonné à ma porte avec 2 valises et un regard défait. « Maman, je peux rester ici quelques semaines ?» a-t-il demandé, évitant mon regard. Je ne pouvais pas refuser l'hospitalité à mon propre fils, même en sachant que sa présence entraînerait des complications. Sa femme Isabelle avait demandé le divorce et il avait perdu son emploi à l'usine automobile. En tant que mère, je sentais qu'il était de mon devoir de l'aider à se relever. Mais dès les premiers jours, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas profondément avec Antoine. Les premières semaines ont été tolérables, mais j'ai vite remarqué des changements inquiétants dans le comportement d'Antoine. Il dormait jusqu'à midi, laissait des assiettes sales partout dans la maison et consommait mes provisions sans offrir d'aide financière. Ce qui me dérangeait le plus était son irritabilité constante. Le moindre de mes commentaires était reçu avec rudesse. « Vous ne comprenez rien à ma situation, maman », criait-il quand je lui suggérais de chercher un emploi. Les murs de ma maison, qui auparavant ne résonnaient que de mes pas silencieux, réverbéraient désormais des discussions quotidiennes. Mes voisins, surtout Madame Petit, ont commencé à faire des commentaires subtils sur les bruits. Antoine passait des heures à naviguer sur Internet, envoyant des CV qui ne menaient pas jamais à des entretiens. Sa frustration augmentait de façon exponentielle et je devenais la cible la plus facile de ses explosions de colère. L'alcool est devenu sa compagnie constante. Des bouteilles de vin bon marché s'accumulaient dans la poubelle et je trouvais fréquemment Antoine titubant dans la maison après les repas. Ses paroles sont devenues plus agressives, surtout lorsqu'il remettait en question mes dépenses domestiques. « Vous dépensez trop pour des bêtises, maman. J'ai besoin d'argent pour mon entretien demain. » disait-il, bien qu'il y ait rarement de véritables entretiens. J'ai commencé à cacher de l'argent à différents endroits, craignant qu'il ne puisse voler ma petite pension. Les nuits étaient particulièrement difficiles. J'entendais ses pas lourds dans le couloir, des murmures irrités et le bruit de meubles déplacés brusquement. Mes voisins ont commencé à éviter de me parler, probablement gênés par la situation évidente. La maison qui était autrefois mon sanctuaire s'était transformée en un champ de bataille quotidien. Un matin de septembre, alors que les feuilles commençaient à jaunir dans les rues de Lyon, j'ai tenté de parler sérieusement à Antoine de sa situation. « Mon fils, tu as besoin d'aide professionnelle », ai-je dit délicatement en préparant le café. Sa réaction a été explosive. Il a frappé du poing sur la table, faisant tomber ma tasse préférée qui s'est brisée sur le sol de la cuisine. Je n'ai pas besoin de leçons d'une vieille qui n'a jamais travaillé de sa vie, a-t-il crié, ses yeux rouges de colère et d'alcool. Des larmes ont coulé sur mon visage pendant que je ramassais les tessons de porcelaine. À ce moment-là, j'ai réalisé que le fils affectueux que je connaissais avait disparu, remplacé par un homme amer et plein de ressentiment. Ces paroles m'ont profondément blessée, mais plus que cela, elles ont éveillé une peur sincère. Pour la première fois, je me suis demandé si j'étais en sécurité dans ma propre maison. La situation a atteint son point critique un après-midi pluvieux d'octobre. Antoine avait bu plus que d'habitude et était particulièrement agressif après avoir été rejeté à un autre entretien d'embauche. Je montais les escaliers vers ma chambre quand il m'a intercepté dans le couloir. « Tout cela est de votre faute !» a-t-il crié, me bloquant le passage. « Si vous n'aviez pas été une mère si surprotectrice, je serais un homme digne de ce nom. » Ces mots étaient comme des coups de poignard, mais c'est son comportement physique qui m'a terrifiée. Il gesticulait violemment, envahissant mon espace personnel. Quand j'ai essayé de passer,
Antoine a complètement perdu le contrôle. D'une poussée brutale, il m'a jetée dans l'escalier. J'ai senti mon corps rouler sur les marches en bois, chaque impact envoyant des vagues de douleur dans tout mon corps. Quand j'ai finalement arrêté ma chute au rez-de-chaussée, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacée. Antoine riait bruyamment, comme si ma chute était une blague cruelle. Allongé sur le sol froid de l'entrée, avec des douleurs intenses dans la jambe droite et le bras gauche, j'ai entendu Antoine descendre lentement les escaliers, riant toujours de manière perturbante. Vous voyez, maman. Maintenant, vous y penserez à 2 fois avant de me donner des leçons de morale. A-t-il dit avec dédain, en passant au-dessus de moi pour aller chercher plus de vin dans la cuisine. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Mon propre fils m'avait agressé physiquement et montrait de la satisfaction face à ma souffrance. Chaque respiration était douloureuse et je soupçonnais des fractures. C'est alors que nous avons entendu le son distant de sirènes qui approchait. Le rire d'Antoine a cessé brusquement et j'ai vu son visage pâlir à travers la porte de la cuisine. « Merde alors !» a-t-il murmuré en courant vers la fenêtre. Les sirènes sont devenues plus fortes et mon cœur s'est emballé quand j'ai réalisé qu'elles s'arrêtaient juste devant ma maison. Madame Petit avait tenu sa promesse silencieuse de me protéger. La porte d'entrée s'est ouverte avec force et 2 policiers de la gendarmerie de Lyon sont entrés rapidement. « Madame Moreau, nous avons reçu un signalement de trouble à l'ordre public », a dit le plus grand, un homme d'environ 40 ans, à l'expression sérieuse. J'ai essayé de me lever, mais la douleur dans ma jambe m'en a empêché. « J'ai besoin d'aide », ai-je réussi à murmurer, pointant ma jambe clairement blessée. Antoine est apparu à la porte de la cuisine, essayant de paraître décontracté, mais son visage était visiblement nerveux. « Il ne s'est rien passé, officier. Ma mère a juste trébuché dans les escaliers », a-t-il menti effrontément. Le policier plus jeune s'est agenouillé à mes côtés, vérifiant mes blessures, tandis que l'autre gardait les yeux fixés sur Antoine. « Madame, pouvez-vous nous dire ce qui s'est réellement passé ?» a demandé gentiment le gendarme. J'ai hésité, sachant que ma réponse changerait tout pour toujours. Antoine s'est approché rapidement, sa voix devenant plus forte et défensive. « Elle est âgée et confuse, officier. Vous ne pouvez pas faire confiance à ce qu'elle dit. » A-t-il insisté, gesticulant nerveusement. L'odeur d'alcool dans son haleine était perceptible même à distance. Le policier plus expérimenté, que j'ai vu sur son insigne s'appeler Capitaine Dubois, observait attentivement chaque mouvement d'Antoine. « Monsieur, gardez vos distances et laissez-nous parler à votre mère, » a-t-il ordonné fermement. C'est alors que j'ai remarqué Madame Petit à la porte, accompagnée d'une ambulancière. « J'ai tout vu par la fenêtre », a-t-elle déclaré courageusement. Il a poussé la pauvre Claire dans l'escalier et a ri après. Le visage d'Antoine est devenu rouge de colère et il a pointé du doigt notre voisine avec accusation. « Cette vieille commère ne sait rien !» a-t-il crié, perdant complètement son sang-froid devant les policiers. L'ambulancière, une jeune femme compétente, a commencé à examiner mes blessures avec un soin professionnel. « Madame, je vais devoir vous emmener à l'hôpital pour des examens plus approfondis, » a-t-elle expliqué en immobilisant ma jambe. « Je suspecte une fracture de la cheville et un possible traumatisme crânien. » Chacun de ces mots rendait Antoine plus nerveux. Le capitaine Dubois s'est de nouveau approché de lui. « Monsieur Moreau, avez-vous bu aujourd'hui ?» Antoine a nié avec véhémence, mais sa coordination compromise et la forte odeur d'alcool l'ont trahi. « Juste un peu de vin au déjeuner », a-t-il admis finalement. « Ce n'est pas un crime. » Le policier plus jeune notait tout méticuleusement. J'observais mon fils se détériorer sous mes yeux, sachant que ce moment définirait le reste de nos vies. La réalité de la situation commençait à se cristalliser. Il n'y avait pas de retour en arrière. Tandis que l'ambulancière préparait la civière,
rassemblant mon courage, j'ai décidé de dire la vérité. « Il m'a poussée !» ai-je dit d'une voix tremblante, mais déterminée. « Mon fils m'a poussée délibérément dans l'escalier. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Antoine a explosé en dénégations hystériques. « Elle ment. Elle est tombée toute seule. Je le jure. » Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Le capitaine Dubois a échangé un regard significatif avec son collègue. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'agression contre personne âgée. » a-t-il annoncé en sortant les menottes. Antoine a reculé, incrédule. « Vous ne pouvez pas me faire ça, c'est ma mère. » Mais ces mots sonnaient, creux, face aux preuves physiques de mes blessures et aux témoignages de Madame Petit. L'homme qui était autrefois mon bébé était maintenant menotté comme un criminel ordinaire. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou de douleurs physiques et émotionnelles. Dans l'ambulance, pendant que l'ambulancière surveillait mes signes vitaux, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont nous en étions arrivés là. Antoine, mon unique fils, était devenu un étranger dangereux dans ma propre maison. Les rues familières de Lyon défilèrent par la fenêtre. Mais tout semblait différent maintenant. À l'hôpital, les médecins ont confirmé une fracture de la cheville, des contusions multiples et une légère commotion cérébrale. « Madame Moreau, vous avez eu de la chance que ce ne soit pas pire. » a dit le docteur Laurent, un homme doux, d'âge moyen. Ces blessures sont compatibles avec une chute traumatique. Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé que chaque mot serait documenté. Chaque blessure serait photographiée. La machine juridique avait commencé à fonctionner et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Mon fils ferait face aux conséquences de ses actes, indépendamment de mes sentiments maternels. La nuit à l'hôpital a été longue et solitaire. Les infirmières vérifièrent régulièrement mes signes vitaux, mais rien ne pouvait apaiser la douleur dans mon cœur. Vers 3 heures du matin, le capitaine Dubois est venu me rendre visite. « Madame, votre fils est détenu au commissariat. Il sera présenté au juge demain, » a-t-il informé respectueusement. « J'aurai besoin que vous fassiez une déclaration formelle quand vous vous sentirez mieux. » J'ai acquiescé, sachant que je n'avais pas le choix. « Capitaine, il a toujours été un bon garçon. » ai-je murmuré, des larmes coulant sur mon visage. « Je sais, madame. Parfois, les gens changent en raison de circonstances difficiles, mais cela ne justifie pas la violence. » Ces paroles étaient hâtes et vraies, mais elles ne rendaient pas la situation moins douloureuse. Tandis que Lyon s'éveillait à un nouveau jour à travers la fenêtre de l'hôpital, je savais que ma vie avait changé irrévocablement. Le fils que j'aimais était devenu mon agresseur, et la justice suivrait son cours. Au matin, je me suis réveillée à l'hôpital avec une douleur qui allait au-delà des blessures physiques. Ma jambe plâtrée me rappelait constamment la réalité. Mon fils m'avait agressée. L'assistante sociale de l'hôpital, Madame Rousseau, est venue me voir très tôt. « Madame Moreau, je comprends que c'est une situation très difficile pour vous, » a-t-elle dit avec une gentillesse professionnelle. « Mais nous devons discuter de vos options. » Elle a parlé d'abris temporaires, de mesures de protection et de soutien psychologique. Chaque mot était comme un coup de poignard. J'étais traitée comme une victime de violences domestiques. « Je ne peux pas rentrer chez moi tant qu'il est là ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. « Ce n'est pas recommandé, madame. Du moins pas avant que la situation légale ne soit résolue. Le café de l'hôpital avait un goût amer, mais pas autant que la réalité d'être sans domicile à 72 ans, chassée par la violence de mon propre fils. » Le capitaine Dubois est revenu à midi, accompagné d'une jeune avocate de l'aide juridictionnelle. « Madame Moreau, voici Maître Lemoine. Elle vous représentera pendant le processus, » a-t-il expliqué. L'avocate, une femme déterminée d'environ 35 ans, a revu ma déclaration avec une attention méticuleuse. « J'ai besoin que vous me racontiez tout à nouveau, depuis le début, » a-t-elle demandé,
enregistrant notre conversation. Revivre les mois d'abus émotionnels et l'agression physique a été dévastateur. Il a toujours été un bon garçon, répétai-je, comme si cela pouvait justifier l'injustifiable. Madame, son passé n'excuse pas ce qu'il a fait, a répondu fermement Maître Lemoine. L'agression contre une personne âgée est un crime grave en France, passible de 3 ans de prison. 3 ans. Mon fils pourrait passer 3 ans en prison à cause de moi. La culpabilité maternelle luttait contre mon besoin de justice et de protection. La déclaration formelle a été faite au commissariat 2 jours plus tard. Assise dans un fauteuil roulant, ma jambe plâtrée étendue, j'ai fait face à la machine bureaucratique de la justice française. Le greffier notait chaque mot avec une précision mécanique, pendant que je décrivais des mois de détérioration psychologique d'Antoine. Il a commencé à boire davantage après le divorce, ai-je expliqué, ma voix faiblissant parfois. Puis il a perdu son emploi et est devenu agressif. Le commissaire, un homme d'âge moyen, à l'expression sérieuse, posait des questions spécifiques sur les dates, les heures et les circonstances. « Madame, aviez-vous peur de votre fils ?» J'ai hésité. Admettre avoir peur de mon propre fils semblait une faille maternelle. « Oui, » ai-je finalement murmuré. Ces dernières semaines, oui, chaque mot était documenté, chaque détail enregistré. L'histoire de notre famille a été réduite à un processus criminel, à des numéros d'articles du Code pénal français. Maître Lemoine m'a accompagné au tribunal pour l'audience de comparution d'Antoine. Voir mon fils menotté, vêtu de l'uniforme gris de la prison, m'a brisé le cœur. Il semblait plus petit, plus fragile, et un instant, j'ai revu l'enfant que j'avais élevé. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la salle d'audience, et j'ai vu un mélange de colère et de regret. Le juge, un homme austère d'environ 50 ans, a lu les accusations. Violence sur ascendant, une personne de plus de 65 ans. Antoine a nié avec véhémence, affirmant que c'était un accident. Ma mère a trébuché votre honneur. Je ne la blesserai jamais intentionnellement. Sa voix tremblait, mais ses paroles semblaient creuses face aux preuves. Le procureur a présenté le rapport médical, les photographies des blessures, le témoignage de Madame Petit. La réalité juridique était implacable. Il y avait suffisamment de preuves pour maintenir Antoine en détention provisoire. Le juge a accordé la liberté provisoire sous des conditions strictes. Antoine ne pouvait pas s'approcher de moi ni de la maison, devait suivre un traitement pour l'alcoolisme et comparaîtrait mensuellement devant le tribunal. Quand il est passé devant moi en sortant de la salle, il s'est arrêté brièvement. « Maman, pardonnez-moi », a-t-il murmuré, les larmes aux yeux. Une partie de moi voulait le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, comme je le faisais quand il était enfant. Mais la douleur dans ma jambe et les souvenirs récents me rappelèrent la réalité. « Tu as besoin d'aide, Antoine, » ai-je répondu fermement, « de l'aide que je ne peux pas te donner. » Il a acquiescé, défait et a suivi son avocat. Maître Lemoine m'a expliqué que le processus prendrait des mois. « Madame, vous avez droit à une indemnisation pour les dommages moraux et physiques, » a-t-elle dit. L'idée de poursuivre financièrement mon propre fils me répugnait, mais je devais penser à ma propre sécurité et à mon avenir. Je suis retournée à l'hôpital cet après-midi-là, mais pas en tant que patiente. Madame Rousseau avait trouvé une place temporaire dans une résidence pour personnes âgées, pendant que je décidais de mon avenir. C'est juste jusqu'à ce que vous vous sentiez en sécurité pour prendre des décisions permanentes, a-t-elle assuré. Faire mes affaires personnelles dans la maison que j'avais partagée avec Antoine était surréaliste. Chaque objet portait des souvenirs. La tasse qu'il avait cassée, les photographies de la famille heureuse que nous avions été un jour, ces jouets d'enfance toujours rangés dans le grenier. Madame Petit m'a aidée, toujours discrète,
mais solidaire. Vous avez fait ce qu'il fallait, Claire, a-t-elle dit alors que nous fermions la dernière boîte. Personne ne mérite de vivre dans la peur. En fermant la porte de la maison, je savais que je fermais un chapitre de ma vie. Le fils que j'avais connu s'était perdu en chemin, et maintenant, il appartenait à la justice de décider s'il pouvait être retrouvé. La résidence, les jardins de Lyon, est devenue ma nouvelle réalité temporaire. Au début, je me suis sentie déplacée parmi les autres résidents qui étaient arrivés par choix, et non par violence familiale. Ma thérapeute, la doctoresse Martineau, m'a aidée à gérer la culpabilité maternelle qui me rongeait. « Madame Moreau, vous protéger n'est pas une trahison », répétait-elle pendant nos séances hebdomadaires. Progressivement, j'ai commencé à participer aux activités, cours de peinture, promenades dans le jardin, jeux de cartes. D'autres résidents partageaient leurs propres histoires de pertes et de nouveaux départs. Madame Durand, 78 ans, avait perdu son mari et sa maison à cause de dettes. Monsieur Vincent, 82 ans, se remettait d'un AVC. Leurs histoires m'ont rappelé que je n'étais pas seule à devoir reconstruire ma vie à un âge avancé. Lentement, la résidence a cessé d'être un exil forcé pour devenir un refuge sûr où je pouvais guérir émotionnellement. Le processus judiciaire a duré 6 mois. Antoine a respecté rigoureusement les conditions de sa liberté provisoire. Il a fréquenté le programme de réhabilitation pour alcooliques aux alcooliques anonymes, a suivi une thérapie psychologique individuelle et a travaillé à temps partiel dans un atelier de mécanique. Maître Lemoine me tenait informé de ses progrès. Votre fils est sincèrement engagé dans le changement, a-t-elle rapporté après les audiences. Pendant cette période, j'ai reçu des lettres de lui, livrées par l'intermédiaire de l'avocate en raison de l'ordonnance de restriction. Dans les premières, il s'excusait abondamment, assumant l'entière responsabilité de ses actes. Dans les suivantes, il décrivait son traitement, ses découvertes sur lui-même et la douleur qu'il ressentait de m'avoir blessé. Lire ces lettres était émotionnellement dévastateur, mais aussi révélateur. Pour la première fois depuis des années, je reconnaissais dans ces mots le fils que j'avais élevé, et non l'homme violent qu'il était devenu. L'audience finale a été fixée à un matin pluvieux d'avril. Antoine est arrivé au tribunal accompagné de son avocat, mais il semblait physiquement différent, plus mince, les cheveux coupés, des vêtements propres et une posture moins agressive. Son thérapeute, le docteur Rousseau, a témoigné de ses progrès significatifs dans la gestion de la colère et la sobriété. Le procureur, tout en reconnaissant les efforts de réhabilitation, a insisté sur la nécessité d'une sanction pour le crime commis. La violence contre les personnes âgées ne peut être tolérée, quelles que soient les circonstances personnelles du défendeur, a-t-il argumenté fermement. Quand est venu mon tour de parler en tant que victime, j'ai fait face à mon fils pour la première fois depuis des mois. Ses larmes étaient sincères, sa posture soumise contrastait drastiquement avec l'homme en colère qui m'avait agressé. « Votre honneur », ai-je commencé d'une voix tremblante. Mon fils a commis un crime terrible contre moi, mais il est aussi un homme malade qui cherche à guérir. Je demande justice, mais aussi miséricorde. Le juge a condamné Antoine à 2 ans de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve, 300 heures de travail d'intérêt général et l'obligation de poursuivre son traitement psychologique et contre l'alcoolisme. Il a également fixé une indemnisation modeste pour les dommages causés et a maintenu l'ordonnance de restriction pour 1 année supplémentaire. « Monsieur Moreau », a dit le magistrat avec sévérité, « votre mère a fait preuve d'une compassion que vous ne méritez peut-être pas. Utilisez cette seconde chance avec sagesse. » Antoine a acquiescé gravement, comprenant la gravité de sa situation. Après l'audience, nous sommes restés dans le couloir du tribunal, séparés par les avocats et l'ordonnance de la cour, mais unis par des décennies d'histoire familiale. « Merci, maman », a-t-il dit de loin. « Je prouverai que je mérite votre pardon. »
J'ai senti qu'il était sérieux cette fois. Le processus judiciaire était terminé, mais notre chemin de guérison familiale ne faisait que commencer. J'ai décidé de ne pas retourner immédiatement à la maison de la rue de la République. Au lieu de cela, j'ai loué un petit appartement près de la résidence, gardant des liens avec la communauté qui m'avait accueilli. 6 mois plus tard, Antoine a demandé par l'intermédiaire de son avocate une rencontre supervisée dans un environnement neutre. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du tribunal avec la doctoresse Martineau présente comme médiatrice. Antoine était visiblement transformé, sobre, respectueux, assumant l'entière responsabilité de ses actes. « Maman, je sais que je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait, » a-t-il dit, contrôlant ses larmes. « Mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant à quel point j'étais malade, comment l'alcool et la colère contrôlaient tôt ma vie. Nous avons parlé pendant 2 heures de son traitement, de mon rétablissement et de la possibilité de reconstruire notre relation familiale. Ce n'était pas une réconciliation immédiate. La confiance prendrait du temps à être restaurée. Mais c'était un premier pas sincère vers la guérison. 1 an plus tard, Antoine a terminé avec succès son travail d'intérêt général en aidant les personnes âgées dans une maison de retraite. L'ironie n'est pas passée inaperçue. Il a consacré ses heures à servir des personnes de mon âge, comprenant mieux la vulnérabilité qu'il avait exploitée. Progressivement, en permettant des rencontres occasionnelles supervisées, nous avons reconstruit une relation basée sur le respect mutuel et des limites claires. Il ne boira plus jamais d'alcool, continue sa thérapie et travaille dans un atelier de mécanique où il est respecté pour son honnêteté concernant son passé. Quant à moi, j'ai découvert une force intérieure que je ne savais pas posséder. À 73 ans, j'ai construit une nouvelle vie indépendante, gardant des amitiés à la résidence et participant activement à la communauté locale. Notre histoire n'a pas eu de fin de conte de fées, mais elle a eu quelque chose de plus précieux, la justice, la guérison et la possibilité de la rédemption. Antoine a compris que l'amour maternel n'est pas une excuse pour accepter la violence, et j'ai appris que se protéger ne signifie pas abandonner l'espoir que les gens peuvent changer.